Voilà, Marine Le Pen, on va l'écouter. Des affrontements factices entre deux produits, somme toute classiques du système. C'était le cas en 2012, souvenez-vous, entre le soi-disant pourfendeur de la finance d'un côté et le soi-disant pourfendeur de l'immigration de l'autre. Ni la finance, ni l'immigration n'ont cessé de gouverner la France ces 10 dernières années. L'une et l'autre se portent, à l'inverse, à merveille. Ces candidats du système n'étaient qu'arnaques. Et ils ont été, eux et nombre d'autres, balayés par les Français. Ces affrontements factices, c'est la plus vieille ficelle du système. Et cette année, sans doute échaudé par ce grand coup de balai, le système a choisi d'innover. Alors on nous a déniché le candidat Macron. Bon, il a quand même une forme d'originalité. Lui, il assume d'être le candidat de l'UMPS et même de l'UE-MPS. Il rallie ainsi toutes les vieilles gloires du système, de Robert Rue à Alain Minc, c'est assez large quand même. Bon. C'est aussi le candidat tout sourire, celui que toutes les caméras nous montrent en permanence sous un air affable. Mais derrière cet air affable, cet esprit de printemps, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne sais toujours pas. Mais bon. Il le dit, il le répète. Bon. Derrière cette modernité apparente, quelle réalité pour les Français? Quel avenir pour notre peuple? Quoi de neuf par rapport justement à cette vieille politique UMPS qui nous accable depuis des décennies? Il a attendu des mois pour daigner nous présenter son programme. Cherchant sans doute à imiter l'art de la synthèse de son parrain politique, François Hollande, il a pris un temps phénoménal à concocter un programme dont on allait voir ce qu'on allait voir. Eh bien quoi? Rien. Ou à peu près rien. Si ce n'est que c'est un programme qui veut réformer à la virgule, qui ne changera rien à l'ultralibéralisme de M. Hollande ou de son prédécesseur, qui s'adapte en effet parfaitement au canon indépassable de l'UMPS d'hier, d'avant-hier, d'aujourd'hui et de demain. Cette idéologie au pouvoir depuis des lustres n'entend en effet rien changer. C'est un programme qui certes assume de vouloir tout ubériser, comme on dit, en clair de tout précariser ou de tout numériser, mais un programme duquel on ne retire rien de nouveau. On comprend mieux d'ailleurs lorsqu'on apprend que son programme est en réalité une succession de mots analysés avec des algorithmes. Voilà. Pas de raisonnement, pas d'analyse, pas de cœur. Et les primaires, cet outil absolument extraordinaire, cet outil qu'on voulait même nous imposer à nous, à notre famille politique, eh bien, elles ont produit des résultats tout aussi remarquables. D'abord, François Fillon. Écoutez, honnêtement, il faut quand même lui accorder quelque chose. Il a réussi l'exploit de transformer sa famille politique en un champ de ruines. En un lieu où les coups bas succèdent aux calomnies, à l'intérieur de la même famille, une grande cour de récréation où l'on a voulu le lâcher, le voilà amené à reprendre et à reprendre encore sans cesse les négociations avec ses amis de l'UDI, qui veulent toujours plus et toujours plus de circonscriptions surtout. Bon. Quant à son projet, plus personne ne sait qu'il en a un. C'était il y a à peine quelques jours, le voici qu'il nous le présentait pour la 3e fois. Alors même que ce projet devait être celui de la primaire et ne devait pas bouger. Je peux vous dire la vérité à ce sujet, le projet ne bouge pas en effet, et il ressemble cruellement à cette terrible continuation de ce que nous connaissons depuis 30 ans. Il est lui aussi marqué par le sceau de l'ultralibéralisme, purge irréaliste dans la fonction publique, démontage en règle de la sécurité sociale pour la confier aux amis assureurs, fin des heures supplémentaires et de la durée légale du travail. Là, si, pardon, il y a 2 nouveautés que l'on doit d'ailleurs à l'UDI, un terrifiant gouvernement économique européen et la réintégration dans son projet de l'acquisition de la nationalité par le droit du sol. Voilà. Alors, vous avez bien vu que ces projets, celui de M. Fillon et celui de M. Macron, sont en fait des variantes de la feuille de route imposée par Bruxelles à la France. Voilà, c'est la simple réalité. Ce sont des projets qui diffèrent à la marge, mais qui ne poursuivent qu'un seul objectif, l'enterrement définitif de l'indépendance de la France et la mise en pilotage automatique depuis la tour de contrôle de la Commission européenne. Les primaires, j'en parlais, et quand même je continue. Il ne vous aura pas échappé qu'après avoir choisi Fillon d'un côté, elle a produit Hamon. Hamon. Ce pauvre Benoît Hamon, qui n'a toujours pas réussi à lancer sa campagne, lui. C'est une succession de faux départs.
embourbé depuis des semaines dans des tractations d'un autre âge avec les écologistes, qui représentent 1%, puis avec Jean-Luc Mélenchon. Le voilà, lui aussi, aux prises avec son adversaire défait, Manuel Valls. Curieux parallèle, me direz-vous, le perdant de la primaire, donc Alain Juppé ou Manuel Valls, a les mots les plus durs contre celui qui a gagné la primaire, donc François Fillon ou Benoît Hamon. Vive la démocratie quand même, hein, et vive le respect de la parole des électeurs. Bon. Manuel Valls, aujourd'hui, nous dit qu'il ne peut parrainer Benoît Hamon en dépit de ses engagements lors de la primaire parce qu'il le trouve sectaire. Nous aussi. Et Benoît Hamon, jamais avare quand il s'agit de trouver des noms d'oiseaux pour qualifier Manuel Valls, le traite de traître. C'est sympa hein, l'ambiance au PS. Mais la France dans tout ça. Et la gauche, oserais-je dire, tout occupé à s'écharper avec Manuel Valls, Benoît Hamon s'est-il une seule fois exprimé sur le sort des ouvriers dans notre pays, sur le sort de ces caissières de supermarchés payées au SMIC pour des cadences infernales, les maladies professionnelles pour seule prime? L'a-t-on entendu dénoncer les profits déraisonnables des multinationales, de leurs savantes techniques d'évasion fiscale, quand les petites et moyennes entreprises, quand nos commerçants croulent sous les taxes et les charges? Où est-il l'intérêt pour le peuple? Où est le projet pour la nation dans cet interminable feuilleton d'une campagne déboussolée, tant à droite qu'à gauche? Prenez-les tous, un par un. La campagne que mènent les adversaires dans cette élection est inexistante. Ils font campagne entre eux. Elle est vide. Les Français, leurs intérêts fondamentaux en sont totalement absents. C'est tellement creux, tellement vide, tellement indigent, tellement indigne des Français et du débat fondamental qui sont en droit d'espérer, que les intérêts privés s'infiltrent plus qu'ils ne l'ont jamais fait dans cette campagne. J'ai dénoncé récemment, on va y venir. J'ai dénoncé récemment le fait que les programmes de mes concurrents aient été dictés par des intérêts privés. Mais je le redis aujourd'hui, et je vous dis le fond de ma pensée, c'est extrêmement grave que des intérêts privés aient mis la main sur cette campagne et souhaitent mettre la main sur le pouvoir dans notre pays. Car s'ils prennent le pouvoir, c'est le peuple français qui s'en verra confisqué, qui s'en verra privé. Je m'élève contre le fait que ces intérêts captent totalement le débat public. Ces intérêts privés, vous les connaissez, on les découvre jour après jour. Monsieur De Castro, l'ancien patron d'AXA, représente le lobby des assureurs, qui vont bien profiter de la réforme terriblement brutale que M. Fillon veut mettre en place en privatisant la sécurité sociale. M. Mourad, lobbyiste de M. Servier, le grand laboratoire, va bien profiter du remboursement des médicaments contre l'hypertension qui a été promis par M. Macron. Les exemples sont de plus en plus nombreux. Mais je m'élève aussi contre l'unanimisme des médias, qui devient insupportable aux Français. Et, pardon, mais particulièrement lorsqu'il s'agit quand même du service public. France 2 qui, tous les jours, tape à bras raccourcis sur les adversaires de M. Macron, mais qui jamais non plus ne le mettra face à ses contradictions, jamais ne le dérangera, jamais ne permettra aux Français d'avoir un débat juste et qui aille sur le fond. Excusez-moi, mais la dernière interview aux 20h de France 2 de Anne-Claire Coudray était un exercice du genre. Alors ça donnait. Monsieur Macron, vous qui êtes tellement bon en économie, parce que vous avez été ministre de l'économie. Alors, alors oui, alors d'accord, oui, il était ministre de l'économie, en effet, hein. 2 ans ministre de l'économie. 120 milliards d'euros de dette, 380 000 chômeurs, 80 000 emplois industriels détruits. En effet, un cadeau. Un cadeau. Quand ce ne sont pas les médias directement, je ne vais pas vous faire toute la liste, hein. Libération, Le Monde, avec M. Berger qui soutient M. Macron, BFM, RMC, blablabla,
Eh bien, ce sont les soi-disant experts. Ou encore ces fondations, vous savez, ces instituts que personne ne connaît vraiment, mais qui sont en réalité le faux nez de certains candidats et évidemment derrière eux d'intérêts bien compris. Et on voit ainsi, par exemple, Dominique Régnier. Dominique Régnier invité partout à venir commenter la campagne présidentielle, ce monsieur Régnier qui est présenté comme un politologue, faut le dire avec un petit un expert, bien sûr indépendant, bien sûr tout à fait qualifié pour parler de la campagne au nom de la science politique. Mais est-ce qu'on se souvient quand même qu'il y a un an à peine, ce monsieur Régnier dirigeait juste la liste des Républicains aux élections régionales en Midi, Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Sérieusement, pas un média pour le rappeler, pas un chroniqueur ou un journaliste pour avoir l'honnêteté de le rappeler. Tous, comme un seul homme, nous le resserrent sur les plateaux comme si de rien n'était par un incroyable tour de passe-passe. Parlons encore, et j'ai eu l'occasion de le faire sur une grande chaîne de télévision, à une heure de grande audience, de l'Institut Montaigne. Institut indépendant, bien sûr. Présenté comme une organisation indépendante, qui passe au crible les programmes économiques des différents candidats, avec son armée d'experts, eux aussi, bien sûr, indépendants. Bien sûr, bon. Cet institut, autrefois présidé juste par l'ami de M. Fillon, Henri de Castres, ancien patron d'AXA, et qui est dirigé aujourd'hui par un très bon ami de M. Macron. On tourne en rond en permanence, Et c'est même chez le directeur de l'Institut Montaigne que M. Macron a choisi d'héberger son mouvement En Marche le jour où il l'a créé. Mais comment oser nous faire croire à la neutralité de ces organisations, toutes tenues par ceux-là même qui font campagne contre nous? Je veux dire, honnêtement, c'est pitoyable. C'est pitoyable la manière dont ça se déroule, mais le plus pitoyable, c'est quand même que l'intérêt des Français est oublié. Les médias font campagne, ils inventent leur campagne, ils cherchent à dresser un agenda et à l'imposer aux Français. Les experts, les instituts aussi s'y mettent. On voit même arriver quelques commissaires européens, de ci, de là. Mais ça ne suffisait pas. Il a fallu aussi que ceux qu'on avait complètement oubliés, déjà renvoyés aux oubliettes de l'histoire, y ajoutent aussi leur grain de sel. Qui on voit donc arriver? Messieurs Hollande et Cazeneuve. Donner leur opinion à peu près chaque jour. Tous les jours, il y a une déclaration de M. Hollande et de M. Cazeneuve. Alors, qu'avons-nous à faire de l'opinion de ceux qui ont ruiné la France? De ceux que les Français ont choisi de rejeter avec une force qu'on n'avait jamais connue auparavant, qui font l'objet d'un tel rejet que le président sortant n'a même pas osé se représenter à l'élection présidentielle. Franchement, n'ont-ils pas honte de consacrer les dernières semaines de leur mandat à vouloir parasiter la campagne des Français? Or, bien sûr, ils cherchent à soutenir leur poulain, c'est encore inavoué, c'est toujours M. Macron. C'est décidément le favori de tous ceux qui sont honnis aujourd'hui en France. Eh bien, je leur propose une chose, et je la propose aussi à M. Valls, d'ailleurs, qui semble ne pas trop savoir quoi faire. Bon, écoutez, je leur propose d'avouer enfin clairement leur soutien à Macron, puis comme ça, ce sera fait. On arrêtera de tourner autour du pot, et puis ils nous rendront bien service, somme toute. Parce qu'il n'y a sans doute pas de meilleure solution pour faire définitivement tomber le candidat Macron que d'avoir le soutien de M. Valls, de M. Cazeneuve et de M. Hollande. Alors évidemment, M. Macron, il est bien embarrassé quand même par la perspective de tel soutien, une véritable épée de Damoclès. Mais donc il essaye, il cherche à cacher tout ça. Il a même dit que En Marche n'était pas une maison d'hôte. Bon, il cherche à le cacher, mais en réalité, il n'y parviendra pas parce que le système n'arrive jamais au final à se contenir et il ne peut jamais s'empêcher de dire ce qu'il a sur le cœur dans des emballements de franchise qui lui coûtent, mais qui rendent service à la démocratie. Pour toutes les raisons que j'évoque, il y a de quoi franchement s'indigner du spectacle qui est offert par les candidats aux Français. Leur campagne n'est pas au niveau. Mais il y a une espérance. Finalement, les affres du système renforcent cette espérance, la fait gonfler dans le cœur des Français. Et cette espérance, à l'écart de ce champ de ruines,
c'est nous, mes chers amis. C'est nous. Réellement, à aborder les sujets essentiels pour les Français. Nous sommes un roc dans cette campagne, un repère devenu indispensable pour les Français. Nous savons ce que nous avons à dire, ce que nous avons à proposer, ce que nous avons à construire. Nous savons d'où nous parlons et les gens savent d'où nous parlons. Il n'y a pas d'intérêt privé qui s'exprime à travers nous. Nous n'avons pas besoin des médias à la botte du système. Nous n'avons pas besoin des experts ou des instituts faussement indépendants pour parler aux Français et toucher leur cœur et s'adresser à leur raison, à leur intelligence. Nous avons juste à dire les choses avec sincérité. Nous parlons aux Français et nous sommes les seuls de leurs problèmes fondamentaux, de ce qui pourrit aussi leur vie quotidienne. Nous osons aborder les vraies questions, même si c'est parfois difficile. Nous n'hésitons pas à ouvrir les vrais débats et notamment, nous n'avons jamais peur de parler de cette question fondamentale qui est celle de l'indépendance de la France. L'indépendance de la France. Mes chers amis, cette indépendance que la Constitution place au cœur des missions du président de la République et dont les autres candidats ne parlent pourtant jamais, jamais. Pourquoi sommes-nous en tête? Pourquoi d'élection en élection, jusqu'à l'élection suprême qui nous occupe en ce moment, gagnons-nous de l'audience? Parvenons-nous à convaincre de plus en plus de Français? Croient-ils que nous soyons en tête par magie? Ne comprennent-ils donc rien de ce qui se passe en France aujourd'hui? Je le dis sans détour, oui, nous progressons, nous sommes en train de gagner pour une seule et unique raison. Mais nous sommes en train de gagner, mes amis, parce que nous sommes les seuls à aborder de face, sans détour et en toute honnêteté, les vrais sujets qui importent pour les Français et pour la France. Il y a un sujet dont les autres ne parlent pas, ou alors pour ne rien dire, ou pour se jeter des mesurettes à la figure, sans rien chercher à comprendre, sans rien chercher de nouveau, sans jamais oser en venir aux causes fondamentales. Ce sujet, on en parle pourtant vaguement chaque mois, vous savez, à chaque relevé statistique. Un sujet certes que l'on évoque, mais pour lequel il n'y a pas eu une seule proposition nouvelle ces 30 dernières années. Un sujet qui frappe des centaines de milliers de familles françaises et qui touche sûrement des dizaines d'entre vous ce soir. Un sujet où c'est la résignation de nos responsables politiques qui semblent l'avoir emporté. Oui, ils ont abandonné l'idée que l'on pouvait faire baisser le chômage dans notre pays. Oui, ils vous ont abandonné. 7 millions de chômeurs. 7 millions de chômeurs dans notre pays. Ce n'est plus un chômage de masse. C'est un chômage généralisé, qui s'est généralisé à l'ensemble de la société. Car il faut évidemment compter tous ceux qui, chaque mois, sont radiés des listes de Pôle emploi, sans autre raison que pour servir la com du gouvernement. Pour que ce gouvernement fasse croire, malgré sa passivité, qu'il remue encore un peu et sauve les meubles. Ces chiffres terribles ne prennent pas non plus en compte les millions de temps partiels, les petits boulots que l'on exerce parce que l'on n'a pas d'autre choix et qui viennent pourtant grossir les rangs de la précarité dans notre pays. Ces chiffres sont tout simplement fous quand on y regarde bien, quand on prend la peine de s'arrêter 5 minutes. Car oui, le chômage emporte des conséquences infernales. Qui n'a pas vu le basculement et les bouleversements que cela entraîne chez celui qui est touché, chez ses proches aussi. Quand on est touché par le chômage, on est tout simplement déstabilisé dans sa vie professionnelle, bien entendu, mais aussi dans sa vie personnelle. Car l'emploi, l'exercice d'un métier, la valeur travail sont constitutifs d'un individu. C'est par le travail que l'on trouve sa place dans la société. C'est aussi par le travail que l'on s'élève dans la société. C'est le travail qui nous donne des repères et qui rythme nos journées et nos vies. J'intègre dans ce travail celui de l'ensemble de nos mères de famille françaises.
C'est grâce au travail que l'on peut exercer la première des actions, celle de se nourrir, de se loger, de se vêtir, de protéger sa famille. En un mot, de vivre et d'être fier de soi, de ce que l'on fait dans la vie et pour les siens. Le chômage porte aussi atteinte à l'honneur, à l'image. Il ronge l'individu. Ce n'est même plus une question d'image de soi, mais bien de dignité. Le chômage est finalement devenu la grande faucheuse de la France du XXIe siècle. Combien de talents gâchés à cause du chômage, combien de vies emportées. Car oui, le chômage tue aussi. Certains de nos compatriotes qui ont tout perdu, leur vie, leur maison, leur famille, et qui vivaient dans l'angoisse du quotidien ont fini par craquer. Bien sûr, le chômage mène parfois au suicide. C'est une réalité horrible face à laquelle nous ne devons plus fermer les yeux. Car oui, quand on s'est formé pendant tant d'années, quand on a déménagé même pour trouver un travail et que l'on se retrouve au chômage, quand on a été si courageux et que son usine ferme, on est bien frappé dans son honneur et dans sa dignité. Quand on avait un foyer et que l'on se retrouve à loger toute sa famille dans une voiture sur un parking avec toute sa vie remisée dans son coffre, on est là aussi frappé dans son honneur et dans sa dignité. Quand on est au chômage, quand on perd son emploi, on perd ses revenus, on réduit son train de vie et on assombrit aussi l'avenir de ses enfants. Combien d'enfants n'ont pas pu exercer les études pour lesquelles ils s'étaient préparés car le chômage empêchait tout simplement leurs parents de payer un appartement en dehors du foyer familial, qu'ils étaient déjà si durs de conserver. C'est une injustice profonde. Pensons aux salariés de l'usine CETA de Riom, ou celle de Whirlpool dans la Somme et dont la fermeture menace des centaines de nos compatriotes et leurs familles, parce qu'elles délocalisent, elles vont ailleurs. Et toutes ces usines qui ferment les rideaux et qui partent au prétexte que nous ne sommes pas assez compétitifs et que le salaire d'un ouvrier polonais ou roumain convient mieux au grand patronat. Mesdames et messieurs, ce n'est pas la France que je veux, ce n'est pas le destin que je souhaite pour vous et pour mon pays. Je ne veux pas me résigner à voir des millions d'emplois filés à l'étranger, toutes nos usines fermées les unes après les autres et les services aujourd'hui de plus en plus souvent eux aussi délocalisés. Le chômage affecte les individus qui en sont durement frappés, mais on oublie trop souvent qu'il affecte aussi la société française dans son ensemble. Il affecte tout l'équilibre de notre société. Un chômage endémique, des délocalisations qui se multiplient, des commerçants qui ferment boutique. Ce sont des millions de personnes sans emploi, ce sont aussi des milliards d'euros qui ne vont pas dans les caisses de l'État et de la sécurité sociale. En France, le financement de l'État pour partie, le financement des comptes sociaux dans leur totalité repose sur le travail. Depuis combien de temps entendons-nous parler du trou de la Sécu? C'est un cercle particulièrement vicieux qui s'est enclenché. Moins de recettes pour l'État, pour nos comptes sociaux, ce sont autant de déficits qu'il faut combler, autant de dettes qu'il faut rembourser. Et que fait-on pour cela? Eh bien, depuis 20 ans, on augmente les impôts, les taxes, on grève la consommation des ménages, on rogne sur la dépense publique, on baisse les subventions aux communes qui, à leur tour, baissent leurs investissements, les aides aux associations et ferment des classes. On ferme des hôpitaux. On dérembourse les médicaments, on porte atteinte au bien-être, à la santé et au final à l'espérance de vie des Français. On réduit les budgets de la sécurité, de la police, de la gendarmerie, de la défense. Car oui, pour combler les déficits, nos dirigeants se sont dit que l'on pouvait désarmer, que le monde et la France étaient assez sûrs probablement et que nous pouvions nous permettre de supprimer des dizaines de milliers de postes de policiers, de gendarmes ou de militaires. Avec évidemment les conséquences dramatiques que l'on connaît pour la sécurité de nos concitoyens. On hypothèque aussi nos vieux jours, en reportant sans cesse l'âge de la retraite pour financer des déficits de plus en plus lourds, car c'est bien parce qu'il y a ce chômage que l'on repousse sans cesse cet âge de la retraite. C'est désormais une habitude, et à chaque nouveau quinquennat, nouvelle réforme des retraites pour augmenter les cotisations et repousser l'âge de la retraite. M. Fillon d'ailleurs ne déroge pas à la règle. Puisqu'après avoir repoussé, lui, l'âge de la retraite à 62 ans lorsqu'il était Premier ministre, il propose désormais de passer à 65 ans. Encore 3 ans, ils nous proposeront 70 ans. Il n'y a plus de limite. Or, on le voit par sa simple répétition, ces réformes sont mauvaises et un échec cinglant. D'autant que, pardon, mais nos seniors aussi sont souvent confrontés au chômage et ne peuvent tout simplement pas partir à l'âge de la retraite car ils n'ont pas assez cotisé. Et par ce relèvement continu de l'âge
de départ à la retraite. On bloque aussi tous les jeunes qui ne demandent qu'à travailler mais qui ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail car les postes ne sont pas assez nombreux et déjà occupés. C'est un non-sens total. Le chômage condamne notre pays au déclin. François Mitterrand déclarait en 93, dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé. Et tous nos dirigeants, Sarkozy, Fillon, Hollande, Macron, ont tous repris et entonné ce refrain. Moi, je crois au contraire que dans la lutte contre le chômage, ils n'ont rien fait. Rien. Tout reste à faire. Pour peu que l'on se pose quand même les bonnes questions. Oui, il faut s'interroger sur les causes profondes du chômage de masse. Il faut les dire. Il faut cet examen de conscience qu'ils n'ont pas fait depuis 30 ans. Il ne faut pas se contenter du concours Lépine de mesurettes contre le chômage, comme ce fut le cas sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande, comme ce serait le cas d'ailleurs sous François Fillon ou sous Emmanuel Macron. Je vous dois un discours de vérité sur les causes profondes du chômage qui gangrènent notre pays. Une cause, évidemment, que vous connaissez. C'est que l'on fait entrer chaque année 200 000 étrangers légaux dans notre pays. Alors, moi on me dit, mais ça n'a rien à voir avec le chômage. Mais évidemment que ça a à voir. Pour une raison simple, c'est que si nos dirigeants font entrer ce nombre très important d'immigrés dans le pays, c'est précisément pour peser à la baisse sur les salaires. C'est précisément pour trouver de la main-d'œuvre à bas coût. Donc non seulement, encore une fois, ça agit sur le chômage, mais ça agit aussi sur le niveau, évidemment, des salaires. Et puis, il y a une autre grande cause, c'est l'euro, qui nous enferme dans le chômage et qui nous condamne. L'euro qui a effondré notre compétitivité au profit de l'Allemagne et qui fait reculer nos exportations. Nous avons, en janvier, le record du déficit extérieur. L'euro qui a effondré notre production industrielle. L'euro qui a détruit près d'1 million d'emplois industriels en 15 ans. L'euro qui a jeté autant d'ouvriers dans le chômage. L'euro qui a considérablement renchéri le coût de la vie. Enfin, écoutez, souvenez-vous, ce qu'on paye aujourd'hui 1 euro, on le payait avant 1 franc. Mais les salaires, eux, ils n'ont pas augmenté à ce rythme. L'euro qui nous pousse vers toujours plus d'austérité parce qu'il faut le sauver. Parce que chaque problème, voilà, on se retrouve puisque ce problème de son s'est confirmé. On va retrouver Marine Le Pen dans un instant. On y retourne, on retourne à Saint-Raphaël. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'austérité imposée à cause de l'euro, mais ça veut dire moins de dépenses publiques utiles et donc moins d'investissements publics. En somme, c'est l'euro qui nous condamne et nous enferme dans la déflation. C'est l'euro qui nous affaiblit et qui finira par tuer l'économie française si nous n'en sortons pas. Oh, je sais, les cris d'orfraie que pousse le système quand on critique l'euro. Une espèce de religion, la religion de l'euro, une nouvelle religion. Vous voyez aussi la propagande, des scénarios cataclysmiques que vous promettent les experts en cas de fin de l'euro. Alors, il y a tout, le soleil s'éteint, les pluies de grenouilles, etc. Les récoltes qui ne donnent plus, bon. Et ils jouent sur les peurs, ils nous embobinent pour mieux masquer leur impuissance et perpétuer ainsi un système qui permet à certains de maintenir l'austérité salariale pour tous. Ils l'ont déjà fait dans d'autres circonstances, cette stratégie de la peur. Avant le Brexit, avant l'élection de Donald Trump. Il n'y a qu'un malheur, c'est que, en l'occurrence, la réalité, elle est sous nos yeux. Et d'ailleurs, M. Aznar, c'est toujours marrant, parce que tous les dirigeants politiques, quel que soit d'ailleurs le pays, c'est toujours quand ils ont été battus qu'ils finissent par dire la vérité. C'est étonnant, hein? C'est souvent comme ça. Écoutez, M. Aznar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans le Figaro, il l'avoue, le Figaro d'hier, qu'avec l'euro, le seul moyen de gagner en compétitivité, c'est de baisser les salaires. Voilà, c'est aussi simple que ça. Eh bien, moi, je vous propose un autre chemin. Un autre chemin que celui emprunté jusqu'à présent et qui, on le voit, ne marche pas et nous ferme toutes les portes. Je ne veux pas condamner la France à l'austérité. Je ne veux pas.
Je ne veux pas qu'on se retrouve demain comme en Grèce, où une partie des salariés sont aujourd'hui payés avec des bons de consommation, comme les bons de rationnement pendant la guerre. Je ne veux pas que l'on empêche toute revalorisation des retraites, que l'on continue à réduire les salaires et que les cohortes de chômeurs continuent de grossir. Je ne veux pas sacrifier la France et les Français pour des raisons dogmatiques. Car la vraie concurrence, mes chers amis, ne se fait plus avec la Chine, mais désormais au cœur même de l'Union européenne. Car les salaires chinois sont désormais plus élevés que ceux de certains pays de l'Union européenne, la Roumanie et la Bulgarie en tête. Car c'est au cœur de l'Union européenne que les guerres commerciales font rage et où nous sommes les moins bien armés. Alors oui, je vous propose un autre chemin, celui qui permettra aux chômeurs et à la France tout entière de relever la tête. Cette voie, c'est celle de la liberté, c'est la voie de la souveraineté monétaire et économique pour notre pays. En matière économique aussi, il est largement temps que nous soyons à nouveau chez nous, pour avoir une monnaie adaptée à notre économie qui sera un véritable levier de croissance. Avoir une monnaie nationale, c'est pas se refermer sur soi-même, c'est partir à la conquête du monde. Nous utiliserons cette monnaie pour qu'elle nous protège et aide nos entreprises, pour qu'elle oxygène le pays tout entier en desserrant les taux du chômage et de l'austérité. Et nous ferons aussi, et c'est essentiel, du protectionnisme intelligent. Oula, je crois que j'ai dit un gros mot là. Le système va défaillir. Protectionnisme. Eh oui, protectionnisme. En protégeant les secteurs et les emplois qui doivent être protégés. Pour les aider à percer dans la dure compétition mondiale. Pour les soutenir face à la mondialisation. Pour réindustrialiser le pays tout entier et redonner du travail à nos ouvriers. Nous ferons aussi du patriotisme économique. Encore un gros mot pour le système. Et oui, nous nous libérerons des trop nombreuses contraintes européennes et en aidant nos entreprises, notamment les petites, les TPE, les PME, nos artisans, nos agriculteurs. Nous abrogerons la directive détachement des travailleurs, imposée là encore par Bruxelles, et qui crée sur notre territoire une concurrence déloyale qui est absolument insupportable et même, objectivement, une priorité. Définition, ces travailleurs détachés coûtent moins cher à l'entreprise qui les embauche qu'un travailleur français. Et c'est insupportable. Cette directive qui mine notre système de sécurité sociale au passage et nous renvoie au XIXe siècle. Oui, nous y mettrons fin et tant pis si cela ne fait pas plaisir à M. Gattaz et au MEDEF. Oui, nous considérons qu'il faut mettre en œuvre une priorité à l'emploi pour les Français en France. Et c'est la raison pour laquelle nous taxerons les contrats de travail des travailleurs étrangers de 10%, afin, et ce sera justice, que les entreprises qui ne jouent pas le jeu de l'emploi français contribuent avec cette taxe à abonder l'indemnisation des chômeurs. Voilà. Je l'ai dit, nous aiderons prioritairement les petites entreprises. C'est un choix que j'assume totalement. Je privilégierai les petites entreprises plutôt que les grands groupes, qui eux ont des capacités de résistance beaucoup plus fortes, voilà, et qui ont beaucoup moins besoin. Ça va passer par toute une série de mesures. Alléger la complexité administrative et fiscale qui pèse sur les TPE-PME en créant un guichet unique dédié afin qu'elles aient un seul interlocuteur. Soit considérablement simplifié. Je sais que vous, chefs d'entreprise, vous n'en pouvez plus. Je réduirai le nombre des obligations administratives liées au seuil social de 50 salariés. Les salariés ne seront donc
pas moins protégés, mais ce sera un gain considérable de temps et de tracasseries administratives pour les petits patrons, parce que je fusionnerai les institutions représentatives du personnel entre 50 et 300 salariés en une structure unique qui conservera les mêmes compétences. Je rendrai l'impôt sur les sociétés progressif, car il n'est pas normal qu'une petite entreprise paie plus d'impôts qu'un grand groupe à proportion de son bénéfice. Là aussi, c'est une question de justice. J'abaisserai les charges sociales pour les TPE-PME. Ces 50 milliards qui seront exclusivement dirigés vers la baisse des charges des TPE-PME, ces dispositifs existent déjà. Mais au lieu de partir pour une partie d'entre eux vers les grands groupes, ils seront intégralement redirigés vers les TPE et PME qui créent de l'emploi. Et je vous dis clairement, je conditionnerai ces aides au maintien de l'emploi, pour que vous, Français et travailleurs de France, vous puissiez aussi en bénéficier. Et nous mettrons fin, je l'entendais tout à l'heure, à cette gabegie, à ce scandale qu'est le RSI, que j'ai appelé le serial killer des indépendants. Je l'abrogerai et je proposerai aux indépendants le choix de s'affilier soit au régime général, soit à un régime spécifique qui fonctionnera sur la base de l'autodéclaration trimestrielle des revenus. Et je ferai même mieux que ça. Je prononcerai une amnistie sur tous les arriérés du RSI, car il est insupportable que l'on fasse peser sur eux l'incurie de nos dirigeants. Nous repartirons sur des bases saines avec les indépendants, car ils en ont besoin et nous avons besoin d'eux. Souveraineté monétaire, patriotisme économique, protectionnisme intelligent, aide aux artisans, aux TPE, aux PME, aux agriculteurs, ce sera assurément un nouveau modèle pour la France après des décennies de renoncement et de mesures mollassonnes. C'est un modèle qui nous permettra de regarder et d'affronter le monde tel qu'il est, un modèle qui nous permettra d'affronter toutes les difficultés et de réduire considérablement ces poches de chômage et de pauvreté qui ne cessent de gonfler, un modèle qui vous rendra à tous la fierté de travailler et de vivre de votre travail. Le deuxième grand sujet qui est totalement absent dans la bouche de mes concurrents, dans leur programme, dans leur discours, est pourtant un sujet essentiel. Je veux bien sûr parler du terrorisme islamiste. De nombreux innocents ont perdu la vie dans les tragiques attentats que nous avons connus, et certains tout près d'ici à Nice, dans une attaque d'une violence et d'une barbarie inouïe. Ce drame, aucun Français ne l'a oublié. Aucun Français ne peut l'oublier. Surtout pas ici, où je sais que des proches ont été victimes. Et pourtant, les candidats n'ont rien à proposer pour lutter contre le fléau du terrorisme et de l'islamisme. Ils n'ont rien à dire et les médias n'ont aucune question à leur poser sur le sujet. C'est sidérant d'irresponsabilité. Après les terribles attentats de Paris, rappelez-vous les semaines de débats stériles que nous avons subis pendant des mois. La gauche et une bonne partie de la droite s'est écharpée sur la question de la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux et finalement, rien. Rien n'a changé, rien n'a été décidé. C'était pourtant une mesure qui rencontrait un large consensus dans la population française. Et ce n'était qu'une mesure parmi tant d'autres qu'il fallait prendre d'urgence pour que la France ait enfin les moyens de lutter efficacement et de protéger ses citoyens. Mais comme tout ce qui est important et dans l'intérêt des Français, le sujet s'est enlisé et rien n'a été fait. Quant à l'état d'urgence, qui se rend compte qu'il a été prolongé. Vous savez que l'état d'urgence a été prolongé? Non, vous ne le savez pas. Ben, vous ne le savez pas parce que des manifestations violentes d'extrême gauche se déroulent régulièrement en toute impunité et la lutte contre le terrorisme n'avance toujours pas. On compte sur les doigts d'une main les mosquées salafistes fermées alors que le ministère de l'Intérieur lui-même en recense plus d'une centaine. Les prêcheurs de haine étrangers continuent à répandre leur venin. La France est même le seul pays d'Europe à avoir accepté qu'un ministre de M. Erdogan vienne tenir un meeting sur son sol.
Malgré les propos très graves du président turc et la dérive islamiste de son régime, est-ce ainsi qu'on lutte contre le communautarisme? Est-ce ainsi qu'on lutte contre l'expansion du fondamentalisme islamique? Non, bien sûr. Mais la gauche comme la droite sont à bout de souffle et sans solution. Le système dans son ensemble reste désespérément aux abonnés absents. Une fois que ceux qui nous ont dirigés pendant des décennies ont fait le constat de leur échec à protéger les Français, ils n'ont rien à dire, sauf éventuellement plus d'Europe. Comme si cette formule magique allait tous nous sauver, sans qu'on ait besoin de réfléchir, d'analyser et de prendre des décisions courageuses. Mais l'Europe, justement, avec ses demandes de restrictions budgétaires, avec sa volonté de détruire le cadre de la nation, avec Schengen, fait partie du problème. C'est elle qui fait partie du problème et nous empêche de nous protéger. Pourquoi n'avons-nous pas les moyens de recruter des policiers et de les payer correctement? Pourquoi avons-nous fait disparaître nos frontières et tant de postes de douaniers? Parce que l'Europe nous a imposé la libre circulation sans contrôle dans Schengen. Une concurrence déloyale qui nous ruine et une austérité qui achève de nous empêcher de maintenir à un niveau correct les services les plus essentiels de l'État. Quand nos dirigeants prennent des mesures, ils ne font qu'aggraver cette situation. Ainsi, le gouvernement en Fillon a soi-disant réformé les services de renseignement. En réalité, il les a déstructurés, appauvris, les a rendus moins efficaces. Et la France s'est retrouvée par sa faute privée d'informations vitales. Mais l'aveuglement va encore bien plus loin, hélas. La classe politique, à quelques exceptions près, est incapable d'analyser le phénomène du djihadisme, du fondamentalisme islamiste. Elle est même trop souvent incapable juste de l'appeler par son nom. Les méthodes de déradicalisation mises en place après les attentats ont été autant d'échecs cinglants. Certains responsables de centres de déradicalisation sont même condamnés aujourd'hui pour détournement de fonds et nous avons tous lu, pardon, avec stupéfaction, les comptes rendus d'ateliers qui consistent à faire caresser des hamsters aux islamistes. Non mais rigolez pas, c'est vrai. Dans le cadre de la déradicalisation. Écoutez, on s'aperçoit de l'inanité absolue des systèmes choisis. Oui, mes amis, il faut du courage et de la fermeté pour vaincre le terrorisme islamiste et des mesures fortes et concrètes. Une fois élu, je commencerai par reconstituer nos effectifs de police et de gendarmerie. Nous recruterons 15 000 policiers et gendarmes et 6 000 douaniers. Nous établirons un service de renseignement efficace avec une attention toute spéciale pour la lutte contre le terrorisme. Je veux en particulier un véritable renseignement pénitentiaire. Car on sait que l'idéologie islamiste circule dans les prisons, qui pour certaines sont même devenues de véritables universités de la charia, et qu'elles sont un haut lieu de recrutement. Nous nous attaquerons aussi à la délinquance. On sait que la délinquance classique des banlieues, classique, contre laquelle l'État ne fait plus rien depuis longtemps, peut être une passerelle vers le terrorisme islamiste. Il faut enrayer cette spirale infernale. Et pour cela, je ferai respecter la police, en la soutenant dans son action grâce à la présomption de légitime défense. Nous mettrons tout en œuvre. Nous supprimerons les allocations versées aux familles de mineurs multirécidivistes. Il faut que les parents soient responsabilisés et prennent en main l'éducation de leurs enfants. Et ça n'est pas à nous de financer la délinquance. Nous créerons 40 000 places de prison supplémentaires pour pouvoir, à l'issue de la chaîne pénale, faire appliquer les peines qui sont prononcées par la justice. Je rétablirai la double peine pour expulser les délinquants étrangers.
Désolé pour les problèmes de liaison technique avec ce meeting de Marine Le Pen du côté de Saint-Raphaël.